Ici, c'est véritablement un modèle qui lie la nature, l'économie, la pêche. Là, on arrive dans la réserve sur 445 hectares. Toute pêche et tout prélèvement d'espèces sauvages est totalement interdit. Et ce qui est fou, c'est que cette décision ne vient pas de l'État, de l'Europe ou d'un organisme environnemental, mais des pêcheurs eux-mêmes. La création de ce cantonnement est remarquable sur ce point, c'est-à-dire que c'est une décision de la base des pêcheurs locaux plutôt qu'une décision qui nous est tombée en verticale de Paris ou d'ailleurs. On a été force de décision et force de protection du milieu en cédant une partie de notre chiffre d'affaires potentiel. Ce qui est magique et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des pêcheurs qui ont mis ça en place. Il y a vraiment un gradient entre l'artisan pêcheur et la pêche industrielle. Et on sait aujourd'hui que c'est la grosse pêche industrielle qui est la cause de la perte de biodiversité dans l'océan en général. Salut pour ce nouvel épisode des Explorations de Flo. Je me trouve aujourd'hui dans le Var pour découvrir un endroit totalement unique en France. Aujourd'hui, je vais suivre Olivier Bardou, l'un des pêcheurs partie prenante de ce projet, et on ira ensuite plonger avec Alexis Rosenfeld, photographe sous-marin. Mais avant, pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne de Brut. Hop, nickel. C'est good? Donc là, on se rend sur le cantonnement du Cap-Roux. Un cantonnement de pêche, c'est une zone où tout prélèvement est interdit, que ce soit plaisancier ou professionnel. C'est une zone où on avait l'habitude de travailler, une zone très riche. La prud'homie et les pêcheurs ont décidé de la passer en réserve. Donc ça fait une vingtaine d'années maintenant et on s'aperçoit du bénéfice à l'intérieur de la réserve parce qu'on pratique régulièrement en collaboration avec les scientifiques des pêches expérimentales. Donc on a une échelle de comptage sur ce qu'il y a dedans en termes de volume et en termes de poids. C'est un endroit où je trouve qu'il y a un mot qui lui correspond bien, c'est la profusion. Ce qui est intéressant, c'est de voir la vie sur toutes ces strates. Il y a les thons qui passent et les bancs de poissons qui virevolent dans tous les sens. Et puis les plus profonds, il y a les grandes forêts d'orgones qui sont absolument impeccables. Et puis il y a cette abondance. Et l'abondance en Méditerranée, c'est quelque chose qui est devenu rare. Et là, il y a quelque chose de complètement passionnel à aller visiter ces lieux secrets. Parce que ce sont des lieux rares et secrets pour moi. Voilà, la réserve, tu vois, c'est la pointe qui est là-bas. Et derrière, ta canne là-bas. Je regarde parce qu'il y a quand même un rocher qu'on se le prenne pas. J'amène Alexis, je lui dis voilà, plonge sur cet endroit-là. Je sais que c'est très bon parce que moi j'ai eu plongé sur cette zone. On est loin encore du point? On est à 5 bornes. Je suis en train de regarder où on plonge. Il y a une dorsale après. Là, c'est l'illustration. Je vais le mettre sur un spot où peut-être lui, il aurait mis 4-5 plongées, donc il gagne du temps. Voilà. Puis c'est intéressant, on échange. Lui, il a une vision, j'allais dire, plus mondiale des enjeux. Nous, on n'en a pas forcément conscience. Donc, encore une fois, c'est des échanges gagnant-gagnant. On sera toujours plus à même de constater des choses en mer qu'un scientifique qui va passer du temps dans son labo et qui sera moins en mer. Donc, que ce soit sur le réchauffement climatique, que ce soit sur l'arrivée d'autres espèces ou la disparition d'autres espèces, on est vraiment la banque de données idéale et c'est dommage de ne pas en faire profiter d'autres personnes du grand public et de la communauté scientifique ou de plein d'autres personnes qui sont intéressées. Pardon. Ah, t'as vu, c'est magnifique. En fait, moi, en bossant, je me rends pas compte, c'est quand je me pose un peu en contemplatif. C'est vraiment magnifique, quoi. Lors du dernier inventaire réalisé, on y a compté 86 espèces de poissons différents, dont certaines menacées. Pour en savoir plus maintenant, on va mettre la tête sous l'eau avec Alexis pour voir ce qui s'y cache. De ce côté-là de l'arête, côté large de ce côté-là, au bout, il y a une grande faille, comme ça qui fait. Là, tu peux voir un peu. Ok. Là, on va sur une dorsale, donc on va pas profond, on va pas dépasser une quinzaine de mètres. Okay. L'idée, c'est de te faire voir cet écosystème, donc il faut être attentif. Regardez aussi en haut, parce qu'on a toujours l'habitude de regarder en bas. Moi, ce que je te recommande, c'est aussi regarder vers la surface, parce qu'il y a plein de choses qui passent. Est-ce que c'est un endroit aujourd'hui qui est vraiment unique en Méditerranée, là, enfin, sur cette réserve en général? Il y a plusieurs réserves en Méditerranée qui sont vraiment chouettes. Je pense notamment au parc national de Porquerolles, qui est pas si loin. Là, ce qui est unique ici, c'est qu'on n'a pas le droit de prélever du tout dans la réserve. Et ça se voit. C'est-à-dire que quand je plonge dans la réserve du Cap-Roux et que je vais faire mes photos, qu'on va faire des films,
j'ai vraiment le sentiment de découvrir la Méditerranée originelle, un peu comme si c'était la Méditerranée d'il y a 100 ou 120 ans, avant qu'il y ait les premiers hommes qui commencent à faire n'importe quoi sur ce terrain de jeu magnifique. Tu as vu, toi, la différence en général, justement, sur la quantité de poissons, la densité Et oui, moi j'ai vu des différences et puis surtout des écarts en fonction des lieux et des moyens de protection qui sont mis en œuvre. Mais ici, dans le Capreau, dans cette petite réserve de 445 hectares, c'est le stade au-dessus. Il y en a combien là? Tu vas être à 16, je pense. C'est parti. Allez. Là au début on est sur l'herbier et le long de cet herbier on a une pente douce et au bas de cette pente douce là on a commencé à avoir ces bancs de poissons. C'est important les herbiers comme ça justement? L'herbier, il est effectivement important parce que il est nurserie, parce qu'il est piège à carbone, il est producteur d'oxygène aussi, mais en fait tout est important. Ce qui est génial, c'est qu'au détour de chaque recoin sous l'eau, c'est un renouvellement permanent et un voyage permanent dans un autre monde. Et là, on est sorti dans un trou. J'ai vu un gros poisson brun avec un peu des épines. Qu'est-ce que c'était? Ça, c'est un chapon. Ok. Mais par contre, ça, il faut pas mettre le doigt. Hein. Faut faire gaffe, c'est venimeux, quoi. Et ça, c'est la grotte. C'est un petit tunnel traversant sur une dorsale rocheuse. Et de l'autre côté de la grotte, posé, il y avait ce mérou. Ça fait une trentaine de kilos, ça devait faire 1 mètre, 1,20 m probablement. Okay, les gros là. Un petit enfant quoi. Un petit enfant de 10 ans quoi. Ouais, non, mais c'est gros, c'est assez gros. Ouais. Et du coup, le mérou, c'est une espèce qui a failli disparaître, c'est ça? Bon, en tout cas, il était mal en point, l'animal. Il était mal en point parce qu'il était surchassé et braconné aussi. Donc oui, très mal en point. Et là, en plus, aujourd'hui, entre le moratoire qui le protège depuis une trentaine d'années et certaines zones de protection comme le parc national de Port-Cros, le parc national des Calanques ou ici le cantonnement de pêche du Capreau, il a repris ses aises et c'est un plaisir. Le plaisir, c'est de voir le mérou, mais c'est aussi de voir qu'une protection forte, c'est efficace, ça marche. On interdit, la nature retrouve ses droits et c'est efficace. C'est pas mal du tout hein. Ah non mais putain, franchement si tu t'y mets un peu, ça va, t'es à l'aise quoi. Et c'est beau là avec les soupes et les bancs d'eau blade. C'est chouette d'avoir de l'eau claire là parce qu'on n'a pas eu d'eau claire depuis tellement longtemps. Hop hop hop. On a vu la vie qui est en train de sortir de l'hiver. C'est juste à la fin de l'hiver. Voilà, tout le monde reprend sa place pour l'été. C'est assez beau en fait de voir ce mouvement perpétuel. Ces réserves sont des véritables hotspots de biodiversité parce qu'ils ne sont pas pêchés, donc ils ont le temps d'atteindre des tailles adultes, des maturités qui leur permettent de se reproduire. Il y a un phénomène que les chercheurs m'ont expliqué que je trouve absolument génial qui s'appelle le spillover. En français, on dirait du débordement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de poissons de vie dans un écosystème, dans un volume donné, il ne peut pas y en avoir plus. Donc c'est régulé. C'est régulé soit par de la mortalité diverse et variée, qui peut être un virus ou d'autres systèmes, soit ces espèces en trop vont sortir de cette réserve, elles vont déborder et sortir de la réserve. Et les pêcheurs, ils vont prélever qu'autour de cette réserve, ils pêchent le trop-plein produit par la nature. C'est un peu comme un placement financier. C'est-à-dire qu'on place X millions et puis tout le temps il y a un pourcentage d'intérêt. Et tant qu'on ne touche pas le capital, et là c'est le capital nature, il n'y a
perpétuellement un rendement qui est donné par la nature au service de la pêche et au service d'une économie qui est l'économie bleue. C'est assez fabuleux et ça existe. Donc ce qu'il faudrait, à mon sens, c'est pouvoir reproduire ça partout parce que en fait ça marche. Aujourd'hui, 6% de la surface de la Méditerranée est une surface protégée, mais contrairement à Cap-Roux, la pêche y est souvent autorisée. Selon une étude publiée dans la revue scientifique One Earth en 2020, 95% des zones protégées de Méditerranée ont la même réglementation que les zones non protégées et seulement 0,23% des zones de pêche sont réservées à des techniques moins invasives comme le harpon ou la pêche à la ligne. Et comment elle est surveillée cette zone? Alors elle est surveillée, elle a été surveillée par les pêcheurs professionnels. Ponctuellement, on a mené des missions, alors plus de sensibilisation que de répression, où les pêcheurs étaient pleinement actifs et donc passaient sur la zone, aller voir les plaisanciers qui par ignorance ou par filouterie essayaient de pêcher et leur expliquer que c'était une zone de non-prélèvement et ce qu'ils risquaient. Et là maintenant actuellement on a la collaboration de la municipalité qui met un Zodiac à disposition pour surveiller aléatoirement la réserve. Et il y a aussi des tournées terrestres aussi de surveillance. Et on risque quoi si on pêche dans cette réserve? On risque trop pour tenter le coup. On risque trop, non, il y a des amendes qui sont assez élevées. Voilà, il y a suffisamment de zones à côté pour pouvoir pêcher, pour pas s'y risquer, j'ai envie de dire. Alors là, on est en train de sortir de la réserve pour qu'Olivier ait le droit de pêcher. Les oiseaux, le comportement, tu vois, il y a les puffins, là, les oiseaux. On arrive par leur comportement à savoir s'il y a du poisson. Là, j'attrape un filet pour le relever. Et est-ce que le fait de ne plus pêcher du tout dans la réserve, ça a eu un impact sur votre chiffre d'affaires? Pas particulièrement, pas directement, parce qu'on peut faire plein de métiers différents. On n'a pas changé, on s'est adapté par rapport à la saison. On a pêché différemment. On a réfléchi et on a pêché différemment. Toutes les 3 semaines, on change de technique de pêche, on change de filet, on change d'espèce au gré de la lune, des mois, du réchauffement de l'eau. Voilà, tout ça, ça rythme un peu notre quotidien. Aujourd'hui, au niveau de la conscience professionnelle, si on n'est pas dans le développement durable, dans la pêche durable, en fait, on scie la branche sur laquelle on est assis. On ne peut pas faire ce métier sereinement si on sait qu'à terme, on nuit à l'écosystème, à la biodiversité, quoi. Et puis, il y a des périodes pour manger une soupe de poisson, il y a une période pour manger une bouillabaisse. Il y a une période pour manger des dorades, voilà. Il faut aussi manger avec la saisonnalité. On connaît plus ça dans les fruits et légumes, parce que suivant les époques, on mange tel fruit ou tel légume. Mais dans le poisson, c'est pareil en fait. Il n'y a pas grand chose. Un peu de poisson de roche pour faire une bonne soupe de poisson, tu vois, mais là, il n'y a pas grand chose. C'est la fin de la saison, un peu de pêcher au bord, donc on va, comme on appelle ici, s'enlarguer, on va aller pêcher un peu plus loin. Plutôt que de s'acharner toujours à pêcher, tu vois, les mêmes poissons, bah, on pressent que les conditions sont en train de changer, donc on va changer de technique. Ça, c'est une oblade, tu vois, ça c'est un poisson que tu peux griller ou que tu peux mettre dans la soupe. Ce poisson-là, il est commercialisé autant ce qu'on appelle au cul du bateau. J'ai des gens qui viennent et qui me disent ouais, vous vendez du poisson. D'ailleurs, tu vois, j'ai une affiche où je marque poisson pêche local. Voilà, ça c'est de la rascasse blanche. Voilà, ça c'est typique poisson de roche. Voilà, hop, toutes ces épines qui sont venimeuses là qu'on voit bien. Créer des réserves, on en a besoin parce qu'on était dans un espace de liberté en mer. J'ai coutumé avant, on faisait un peu ce qu'on voulait, on était peu nombreux. Maintenant, il y a tellement d'intervenants, que ce soit les pêcheurs professionnels, les pêcheurs plaisanciers, le tourisme, qu'on est dans un espace de gestion. Il faut savoir se partager la Méditerranée. Et donc pour ça, malheureusement ou heureusement, il faut des règles de gestion maintenant. Donc voilà, on est confronté à ça. Donc effectivement, et les réserves, elles rentrent là-dedans parce que ça fait des petits poumons de vie où la vie se développe sans aucune pression de pêche, donc c'est bien aussi. Et on en bénéficie dans les alentours. Mais si on peut un temps soit peu s'intéresser à ce qu'on consomme et d'où ça vient, je pense que c'est pas plus mal. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Encore un grand merci à Alexis Rosenfeld qui mène l'émission One Ocean à l'UNESCO, qui m'a permis d'organiser ce tournage et qui a réalisé avec Armel Ruy l'ensemble des vidéos sous-marines. À bientôt pour de nouvelles explorations.